qu'une défaillance humaine serait à l'origine de la catastrophe. N'a pas suffi à calmer les esprits. Toujours pas de président en Bolivie, le Parlement a jusqu'à mardi pour faire son choix sur fond de rumeurs de coup d'État. Challenger ne reviendra pas mardi, mais il reviendra mardi. La NASA accorde un jour de plus aux 7 astronautes pour achever leurs expériences scientifiques. Peugeot et Tango, Salonen et sa 205 remportent le rallye d'Argentine et s'installent en tête des classements. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 21 morts, 29 blessés graves et 150 blessés légers. Tel est le terrible bilan d'un accident de chemin de fer qui s'est produit cet après-midi près de Figeac dans le Lot. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. C'est la catastrophe la plus meurtrière qu'ait connue la SNCF depuis 25 ans. L'accident s'est produit entre un train Corail qui venait de Paris, un train supplémentaire, et un autorail qui venait de Brive et se dirigeait vers Rodez. Les deux trains se sont heurtés de plein fouet alors qu'ils circulaient sur une voie unique à quelques centaines de mètres de la petite gare de Flaujac. C'est d'ailleurs dans cette gare qu'ils auraient dû se croiser si le Corail n'avait pas eu de retard. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'erreur d'un chef de gare serait à l'origine de la catastrophe. Il y a quelques instants, Gérard Pinson a joint par téléphone un témoin qui venait tout juste de revenir du lieu de l'accident. Les victimes sont surtout dans l'autorail. Il y a des victimes dans l'autorail, il y en avait dans le train aussi, il y en avait partout. Hein. Mais enfin, il y en avait davantage, je pense, dans l'autorail. Les deux trains devaient se croiser à Astier. Ah si, oui. Ah non, à Gramma, il paraît. À Gramma. Alors à qui la faute, monsieur? Oh, j'en sais rien, moi. Moi, l'enquête le dira peut-être, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, le petit village de Flaujac est submergé par cette catastrophe. Ah oui. Ah oui, le village de Flaujac est d'Urban. Vous craignez qu'un accident se produise un jour sur cette voie unique? Oh non, je ne croyais pas, non. Je ne croyais pas, on n'a jamais eu ça. Voilà, et on vient d'apprendre tout juste que M. Paul Quilles, le ministre des Transports, se rendait sur les lieux de la catastrophe ferroviaire. M. Quilles est attendu vers 23 h à Flaujac. Décidément, l'actualité est très sombre en ce début du mois d'août. Hélas, nous n'y pouvons rien. À Dallas, aux États-Unis, 130 personnes au moins sont mortes dans un accident d'avion, un Tristar de la compagnie Delta Airlines qui s'est écrasé au moment où il atterrissait. À l'origine de cette catastrophe, un très violent orage et des rafales de vent auxquelles l'avion n'a pas pu résister. Hélène Rizacher. Les débris du Tristar sont éparpillés sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à l'entrée de la piste d'atterrissage. Au moment de se poser sous un terrible orage, l'appareil est probablement entré dans une zone de violents courants d'air. De l'air chaud qui monte, de l'air froid qui descend, résultat des turbulences qui peuvent atteindre 130 km/h. L'avion secoué brutalement et en tous sens a perdu beaucoup de vitesse. Trop tard pour que le pilote, en manœuvre d'atterrissage et déjà près du sol, puisse redresser l'appareil. Le Tristar a heurté d'abord 2 voitures circulant sur une autoroute, puis un château d'eau, avant de rebondir 5 fois et d'exploser. Nous allions atterrir, nous avons été secoués de plus en plus fort. J'ai cru que l'avion était posé. En fait, nous avions heurté quelque chose. Et puis j'ai vu des flammes qui envahissaient l'appareil. J'ai défait ma ceinture de sécurité, j'ai sauté hors de l'avion et je me suis mise à courir. Cet homme est l'un des 27 rescapés de la catastrophe. 24 passagers et 3 membres d'équipage seulement ont pu être dégagés vivants des débris de l'appareil. Sur les 160 personnes qui se trouvaient à bord, plus de 130 ont donc péri. Bilan auquel il faut ajouter le conducteur de la première voiture heurtée par l'avion. Il pleuvait tellement qu'on n'y voyait pas à 10 mètres. Tout à coup, j'ai cru voir un pneu. Ma voiture a reçu un grand choc, elle a rebondi, j'ai freiné sec et je suis sorti. J'ai couru vers l'autre voiture et là j'ai vu son conducteur. Il était décapité à quelques mètres de sa voiture. Les sauveteurs qui travaillent depuis 24 heures sur l'aéroport de Dallas ont retrouvé 119 corps, non identifiables pour la plupart. L'un des hangars de l'aéroport a été transformé en chapelle ardente. Après expertise, la boîte noire de l'appareil permettra d'expliquer avec précision cet accident qui semble dû à la fatalité. On le voit donc, les États-Unis connaissent en ce moment des intempéries très graves. À Cheyenne, dans le Wyoming, au nord-ouest du pays, une tornade a fait 11 morts et 7 disparus.
En une soirée, près de 2 mètres d'eau se sont abattus sur la ville, détruisant des maisons et emportant des voitures. 10 heures après, il restait encore 1 mètre d'eau dans les rues et les parkings, et cela rendait le travail des secouristes très difficile. Selon les autorités de la ville, la plupart des victimes sont mortes noyées dans leur voiture. En Bolivie, on ne sait toujours pas qui va succéder au président de gauche, Siles Zuazo. On attendait le général Banzer, mais les élections du 14 juillet n'ont pas réussi à dégager une majorité sur un candidat. C'est maintenant le Parlement qui va devoir désigner le futur président sur fond de rumeurs de coup d'État. Francine Raymond. Au lendemain de l'élection du 14 juillet, le général Hugo Banzer, qui avait dirigé le pays en dictateur pendant 7 ans, se déclarait lui-même vainqueur de ces élections, l'issue de ce scrutin ne faisant aucun doute. Mais si le général Banzer est arrivé en tête dans les grandes villes, c'est son adversaire, le centriste Paz Estancero, qui l'a emporté dans les campagnes. La Cour électorale bolivienne a fini par proclamer les résultats plus de 15 jours après le scrutin. Un scrutin tellement entaché d'irrégularités que l'on a toléré jusqu'à 30% d'erreurs dans chaque bureau de vote. Le général Banzer obtient 28,56% des suffrages et Victor Paz Estancero 26,42%. Aucun des deux candidats n'obtient la majorité absolue. C'est donc au Parlement, réuni depuis hier, de trancher. Et quoi qu'il arrive, le 6 août, mardi, le président Zuazo passera les rênes du pouvoir. La puissante centrale ouvrière bolivienne, la COB, a déjà annoncé qu'elle appellerait à une grève générale illimitée si le général Banzer remportait ces élections. La grève générale illimitée, une arme que la centrale syndicale a déjà employée contre le président Zuazo, incapable de résoudre la dramatique crise économique qui sévit en Bolivie. La COB qui apporte son soutien à Paz Estancero. Hugo Banzer, lui, crie à la fraude électorale et si aucune majorité ne se dégage au Parlement bolivien d'ici mardi en faveur de l'un ou l'autre des deux candidats, la Bolivie s'expose à un nouveau coup d'État qui serait le 191e de son histoire. Les militaires qui jusqu'à présent se sont tenus à l'écart de la mêlée se disent prêts à intervenir. Il se passe décidément beaucoup de choses en ce moment en Amérique latine. Avec Chantal Bretz, nous allons voir ce qui se passe au Chili et puis au Nicaragua où la guérilla a lancé sa plus forte offensive depuis 6 mois. Au Nicaragua, l'état d'alerte est au maximum. Plus de 70 soldats sandinistes et 61 guérilleros ont été tués cette semaine au cours de violents combats qui ont eu lieu à 160 km seulement de la capitale, Managua, entre l'armée gouvernementale et le principal mouvement de guérilla anti-sandiniste. Le vice-président nicaraguayen Sergio Ramirez vient de demander aux pays d'Amérique latine qui recherchent une solution diplomatique à ce conflit de se déclarer en état d'urgence pour le Nicaragua. Au Chili, l'annonce par le gouvernement Pinochet de l'arrestation de 14 carabiniers impliqués dans l'assassinat en mars dernier de 3 membres du Parti communiste chilien n'a pas suffi à calmer les esprits. Bien au contraire, puisque hier, une centaine de manifestants envahissaient les abords du palais présidentiel pour protester une nouvelle fois contre ce triple meurtre et crier vengeance. 3 civils ont été blessés au cours des affrontements. Et dans la nuit, on apprenait la démission du général Mendoza, le directeur des carabiniers, l'un des 4 membres de la junte militaire. Les images qui nous parviennent d'Afghanistan sont rares. C'est pourquoi nous avons décidé de vous présenter ce document qui a été tourné au mois de juin dernier, mais que nous venons tout juste de recevoir. Il s'agit d'une offensive spectaculaire de la guérilla contre l'occupation soviétique. Marie-Claire Thiers. C'est contre la ville de Khost, située près de la frontière avec le Pakistan, qu'a eu lieu cette violente attaque à la roquette des résistants afghans. Ce serait selon eux la plus importante lancée directement contre une ville. Une attaque qui semble aussi, selon ces images, plus organisée et surtout mieux armée. Les Moudjahidines utilisent des armes soviétiques qu'ils ont capturées et entre autres des missiles Sam-7 anti-aériens qui peuvent détruire un avion lorsque l'appareil vole bas. La guérilla afghane a-t-elle évolué? Selon des diplomates occidentaux, les dernières attaques des résistants dans la vallée du Panjshir au nord de Kaboul se sont transformées en une véritable offensive qui pourrait déclencher une contre-attaque soviétique de grande envergure.
En France, il n'y aura pas d'élection législative anticipée. François Mitterrand l'a implicitement affirmé en déclarant à notre confrère Sud-Ouest qu'il n'avait aucune raison de dissoudre l'Assemblée nationale. Cette déclaration met fin à des rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines, en particulier au sein de l'opposition. Daniel Sportiello. La rumeur commençait à enfler depuis quelques semaines. François Mitterrand allait dissoudre l'Assemblée pour provoquer des élections législatives anticipées. Une rumeur dont on ignorait bien entendu l'origine, mais sur laquelle Alain Peyrefitte s'est penché dans un éditorial du Figaro, en posant notamment cette question. François Mitterrand, en dissolvant l'Assemblée nationale, tenterait-il de forcer le destin ? Pour l'ancien garde des Sceaux, François Mitterrand agirait ainsi pour couper l'herbe sous les pieds de tout le monde, notamment du Parti communiste et de l'opposition, qui n'auraient pas le temps de développer leurs critiques contre le gouvernement. Et Alain Peyrefitte d'ajouter: pourquoi François Mitterrand ne suivrait-il pas une méthode que ne détestait pas de Gaulle, reprendre l'initiative en créant l'événement? Dans une interview accordée au journal Sud-Ouest, François Mitterrand vient de couper court à cette rumeur. Je n'ai aucune raison de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président de la République en profite au passage pour donner un coup de chapeau à la majorité socialiste de l'Assemblée. Une majorité courageuse et clairvoyante qui a grandement contribué à la stabilité politique. En mettant un terme à la dernière rumeur de l'été, François Mitterrand réaffirme tranquillement, depuis sa maison de Latch, sa volonté de ne pas bousculer les échéances. Popularité en hausse pour Laurent Fabius. Selon le sondage qui paraîtra demain dans le journal du dimanche, 40% des personnes interrogées se déclarent satisfaites du Premier ministre. Il gagne 1 point par rapport au dernier sondage. En revanche, François Mitterrand perd 2 points, 33% de satisfaits contre 35% en juillet. Après un début difficile, la navette américaine Challenger va rester une journée de plus dans l'espace. Elle devait rentrer lundi, elle ne reviendra que mardi à la base d'Edwards en Californie. Les 7 astronautes qui sont à bord vont ainsi pouvoir compléter leurs études scientifiques. Aurore Molinero. Enfin, sur 19 vols spatiaux de la navette, une grande mission uniquement scientifique, avec 12 expériences sur les 13 préparées qui marchent. Celle qui n'a pas fonctionné devait mesurer les champs magnétiques du Soleil. C'est tout de même lui qui restera la vedette de cette mission. On va tout observer du Soleil. Ses taches et ses explosions en surface. Autant de phénomènes qui se répercutent sur nos climats et nos télécommunications, il faut comprendre. Son auréole, sa couronne solaire, qui chauffe à 2 millions de degrés alors que sa surface fait à peine les 5-6 000 degrés. Et puis le mystère de nos origines. En mesurant dans cette couronne solaire les proportions d'hydrogène et d'hélium qui s'y trouvent, autrement dit les premiers gaz formés au début des temps, on va en savoir un peu plus sur le Big Bang, sur cette implosion immense qui est censée avoir démarré dans tous les coins de l'univers en même temps. Au fait, malgré la présence de Space Lab 2, le laboratoire européen de l'espace, malgré IPS, le système européen de pointage astronomique mis au point par l'Agence spatiale européenne, qu'on a finalement décoincé, malgré tout cela, avec 11 expériences US et 2 britanniques, cette mission scientifique se révèle être tout de même une mission très anglo-américano-américaine. Sport en Formule 1, très grosse surprise sur le circuit du Nürburgring. C'est l'Italien Teo Fabi qui partira en tête demain pour le Grand Prix d'Allemagne. Alain Prost partira sur la 2e ligne aux côtés de Keke Rosberg. Les essais qui se sont déroulés cet après-midi n'auront apporté aucun changement au classement d'hier. L'Italien Teo Fabi, qui court sur une voiture Tollman, partira donc en pole position, aux côtés du Suédois Stefan Johansson sur Ferrari. Le départ du Grand Prix d'Allemagne sera donné demain à 14h30. Encore une victoire pour les 205 Peugeot au rallye d'Argentine. C'est finalement le Finlandais Timo Salonen qui l'a remporté. Du coup, Salonen renforce sa position en tête du championnat du monde des pilotes et Peugeot la sienne au classement des constructeurs. Daniel Leclerc. Dans la Pampa argentine, le lion Peugeot a encore sorti ses griffes. Sur des pistes très accidentées, le Finlandais Timo Salonen a remporté une nouvelle victoire pour la firme française, signant par la même occasion son 4e succès personnel. Pour compléter le triomphe Peugeot, l'Argentin Carlos Reutemann, un ancien de la Formule 1, a fait des débuts remarqués au volant de la 205 Turbo 16 en prenant la 3e place.
Malheureusement, tous ces lauriers n'ont pas fait oublier le grave accident dont a été victime l'autre pilote Peugeot, Harry Vatanen. C'est lui qui avait signé les premiers succès de la 205. Pour Peugeot, c'était le début d'une longue route qui mène au titre mondial, une consécration que Peugeot obtiendra sans doute au Rallye des 1000 Lacs en Finlande, précisément le pays d'Harry Vatanen. Les premiers Jeux mondiaux se disputent en ce moment à Londres. Ces Jeux qui rassemblent des disciplines sportives non olympiques connaissent de plus en plus de succès. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, la compétition réunit 1600 athlètes venus de 60 pays différents. Daniel Leclerc. Émotion, sensation, spectacle, ces Jeux mondiaux de Londres réunissent 24 disciplines non olympiques. Certaines sont totalement inconnues du grand public comme le korfball, le casting et le netball entre autres. D'autres sont rares à la télévision telles le trampoline, le patinage sur roulette et surtout le speedway. Des pilotes risquent tout sur des motos sans frein lancées à 140 km/h, beaucoup d'émotions fortes. Bref, ces Jeux mondiaux sont ceux de la découverte. FR3 est sur l'événement tous les jours jusqu'au 7 août. De 18h à 19h, nous vous proposons un résumé des meilleurs moments. Rendez-vous est pris. Après s'être battu à Paris, Spartacus est parti en province. Entendez par là que le spectacle monté par la compagnie de l'Élan se trouve en ce moment à Marseille pour le festival des îles Frioul. En 10 tableaux, il retrace les 2 dernières années de la vie du célèbre gladiateur. Une vie plutôt mouvementée. Amateur de sensations fortes, vous allez être gâté. Le metteur en scène a joué la carte du réalisme. Regardez. À toi! Allez! Va monter un prix! Allez! On veut que les gens qui viennent voir ce spectacle soient très heureux. Alors à ce moment-là, on a privilégié le côté sensationnel, le côté spectaculaire, avec vraiment les couleurs, la violence des combats. Les comédiens sortent de chaque spectacle avec des mains couvertes de blessures, le sang coule. Enfin, vraiment, il y en a pour tout le monde et pour le plus grand plaisir. Les 30 comédiens de la compagnie de l'Élan se sont entraînés pendant des mois à manier les épées des gladiateurs, régler une vingtaine de combats et mettre au point cette aventure, ce spectacle qui rentre tout à fait dans le cadre du festival populaire de Marseille. Je crois que tous les spectateurs, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient intellectuels ou non, seront très intéressés par la trame de cette épopée populaire, parce que à la fois il y a de l'action, mais en même temps il y a une lutte pour la libération, pour la lutte contre la servitude, aussi bien des corps que de la tête. Et je crois qu'à partir de ça, ce festival peut, avec Spartacus, prendre une envolée épique, et c'est une envolée qu'on veut tout à fait grandiose, en plein air, la balade en bateau, puisque les spectateurs partent du Vieux-Port en bateau, et bien sûr sont ramenés, on ne les oublie pas, sur l'île après la fin du spectacle, fait également partie de tout ce concept populaire qu'on veut pour ce festival. Hélas, l'actualité aujourd'hui nous a montré que la réalité dépasse souvent la fiction. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Deauville, il fallait jouer le 13, le 1 et le 4. Cette combinaison gagnante rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 1142 francs et 50 centimes et dans un ordre différent 228 francs et 50 centimes. Demain, il y aura un tiercé, cette fois-ci à Deauville, dans le prix de Sassy. Sur les 21 partants, M. Courtine a choisi le 4, puis le 11, le 7, c'est son joker, Ferroland, puis le 1, le 14, le 10 et le 5. Il y avait également aujourd'hui le tirage d'un loto. Voici les résultats. Le 1, le 7, le 20, le 33, le 34, le 40 et le numéro complémentaire, le 6. La météo pour demain, la France va être coupée en deux. Au nord de la Loire, la matinée sera nuageuse et parfois même pluvieuse, près des côtes de la Manche. Quelques éclaircies apparaîtront l'après-midi. Au sud, le soleil brillera. Les températures seront inférieures aux normes saisonnières sur la moitié nord. Elles seront tout à fait de saison au sud, c'est-à-dire chaudes. Fin de ce journal. Dans quelques instants, FR3 vous propose un nouvel épisode de Dynastie. Demain, nous avons rendez-vous à 22 h. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres que nous avons développés ce soir. Très bonne fin de soirée.
Rumeur de coup d'État en Bolivie, le Parlement a 3 jours pour choisir un nouveau président. Surprise au Nürburgring, l'Italien Théo Fabi partira en tête demain au championnat d'Allemagne de Formule 1. Et puis je vous rappelle, 21 morts et 29 blessés graves dans un accident de chemin de fer près de Figeac. C'est la plus grande catastrophe de ce genre depuis près de 25 ans.